bienvenue sur cette formation sur le loueur meublé non professionnel ou LMNP. Et aujourd'hui, je traiterai du LMNP en amortissement avec récupération de TVA. Alors c'est un dispositif qui me tient particulièrement à cœur puisque ce statut est relativement peu connu et je n'y trouve que des avantages. Alors on va voir ça tout au long de cette présentation. Alors l'objectif de la location meublée en amortissement, ça va être de générer donc des revenus complémentaires, peu ou pas fiscalisés du tout. Et c'est un excellent produit retraite qu'il faudra intégrer comme tel. Encore une fois, je parle du LMNP en amortissement. Alors, le cadre juridique du loueur meublé. La particularité de ce statut, c'est que c'est un mélange de différents codes, donc du code du commerce, le code civil, le code de la consommation et le code de la construction et de l'habitation, et qui vous place juridiquement dans le cadre d'une activité civile et fiscalement dans le cadre d'une activité commerciale. C'est un statut très très ancien et ce n'est pas un dispositif fiscal, donc il est difficile à remettre en cause, ce qui est un gage de stabilité pour l'investisseur. Alors, les revenus de la location meublée. La particularité des revenus de la location meublée, c'est que ce sont des revenus qui ne sont pas assimilés aux revenus immobiliers. Et lorsque vous aviez un bien immobilier classique, un appartement que vous avez en location, eh bien vous percevez des revenus fonciers sur cette opération. Lorsque vous êtes dans loueur meublé non professionnel, eh bien vous louez un bien meublé, vous allez percevoir des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Alors, les différents intervenants qu'on peut avoir dans une opération en LMNP. Alors tout d'abord, il y a vous, le bailleur, l'investisseur. Ensuite, vous allez avoir donc l'État, qui a lui défini le cadre de loi de ce statut. Vous allez avoir la banque qui va vous financer. On en revient toujours à la même structure. Lorsqu'on investit, on a plutôt intérêt d'utiliser les effets de levier qui sont à notre disposition. Et un des effets de levier importants, c'est le financement, donc le banquier. Il vous faudra également un promoteur qui construit l'opération. Toujours le notaire qui va authentifier l'acte qui vous rend propriétaire. Et là, la petite particularité, c'est que vous allez avoir un exploitant. Donc c'est la personne avec qui vous allez signer donc le bail commercial. Et c'est lui qui va exploiter la résidence. Cette personne-là est importante puisque c'est grâce à cette personne-là et du fait que vous l'utilisiez et que lui-même fournisse des différents services que vous allez pouvoir récupérer la TVA sur cette opération. Et comme c'est une activité professionnelle, commerciale, eh bien, il vous faudra également un expert comptable qui vous fera votre bilan de fin d'année. Voilà, donc des intervenants un petit peu différents que par exemple dans le dispositif du FLO, mais finalement rien de compliqué. Alors rien de compliqué quand vous passez par des offres de professionnels complètes où tout est prévu. Beaucoup plus compliqué si vous voulez gérer l'activité tout seul ou ensuite basculer plus tard dans le statut de loueur meublé professionnel et en faire une activité principale. Alors, il existe plusieurs types de locations meublées. Elles sont au nombre de 4. Donc vous avez les résidences étudiants, les résidences de tourisme, les résidences d'affaires qui sont en vogue, de plus en plus en vogue depuis les dernières années, et les EHPAD. Donc les EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui sont, à mon avis, le produit LMNP à privilégier dans les années à venir compte tenu du désert qui existe en France sur ce type de produit pour accueillir nos anciens lorsqu'ils sont dépendants. Voilà, donc chacune de ces catégories a ses avantages et pour être très clair, il y a un très gros manque de ces résidences dans les 4 catégories, mais la principale, celle qui vraiment est la plus déficitaire, c'est celle qui touche aux personnes âgées. Alors, comment ça se passe ? En fait, lorsque vous achetez un bien immobilier en loueur meublé non professionnel, vous avez 2 options. La première option qui s'est affichée à l'écran, c'est vous achetez un bien immobilier, vous le meublez, vous faites une déclaration d'activité auprès du centre de formalité des entreprises, à votre chambre du commerce et de l'industrie, et vous le louez en direct. Problématique, c'est que vous gérez la gestion en direct, et dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas récupérer
la TVA qui est liée au prix d'achat. La deuxième option, celle que je préconise, vous achetez un bien meublé dans une résidence avec service. Voilà, on reviendra sur cette notion de service un peu plus tard. Vous faites également votre déclaration d'activité auprès de la chambre, du centre de formalité des entreprises. Vous confiez la location à un exploitant qui, lui, sous-loue le bien et fournit les services dont je parlais précédemment. Et à partir du moment où vous avez fait une gestion déléguée à un tiers, vous allez pouvoir récupérer la TVA sur le prix d'acquisition, c'est-à-dire les 19,6%. Donc en clair, en investissant dans ce dispositif, vous êtes déjà assuré de récupérer quasiment 20% de la valeur du bien. Donc je rappelle que ces revenus sont des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, tout simplement parce que c'est une action commerciale. Alors, je vous ai parlé d'amortissement. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement? En fait, l'amortissement, c'est une règle comptable. Vous êtes un professionnel et vous allez pouvoir imputer la dépréciation du bien, que ça soit l'immeuble ou que ça soit les meubles. Bien entendu, les meubles s'usent plus vite que l'immeuble, donc la durée d'amortissement des meubles sera différente de la durée d'amortissement des immeubles. Donc l'immeuble, en règle générale, c'est de 20 à 30 ans, donc un amortissement de 20 à 30 ans, et les meubles, c'est de 5 à 10 ans. Alors on va voir un peu plus loin, bien sûr, comment ça se calcule, puisque c'est le cœur du système, donc je vais prendre le temps de vous l'expliquer en détail. Alors, imaginons que vous achetez un bien qui vaille 173 420 € TTC. Vous avez donc une TVA de 28 420 € qui est attachée à ce bien. Donc cette TVA, vous allez la récupérer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir soit la mettre en réduction du prêt pour emprunter moins et avoir des charges mensuelles moins élevées. Quelques organismes bancaires vous obligent de le reverser sur le prêt en apport. Soit vous la placez, ce qui est à mon avis plus judicieux, et à faire travailler le capital en parallèle. Donc, vous avez un produit qui vaut 145 000 € hors taxe et qui est composé de 120 000 € hors taxe du bien immobilier, 10 000 € du mobilier et le foncier. Donc, le foncier, c'est le terrain, 15 000 € hors taxe. On ne peut pas amortir le foncier, parce qu'on considère que le foncier ne perd pas de valeur. Donc, vous allez amortir maintenant donc l'immobilier. L'immobilier, là, je suis sur une hypothèse d'amortissement de 25 ans. C'est 100% du prix de l'immobilier sur 25 ans. 100% sur 25 ans, c'est 4% par an. Mon calcul, il est simple. 120 000 € hors taxe, multiplié par 4%, ce qui me donne 4 800 € d'amortissement. Les meubles, je suis parti sur une hypothèse d'amortissement de 10 ans. 10 000 € hors taxe, multiplié par 10%, ça fait 1 000 €. Donc la dotation aux amortissements, on appelle ça comme ça en termes techniques, tous les ans, sur cette opération-là, sera de 5 800 €. Alors plutôt que d'utiliser le terme dotation aux amortissements, qui est quand même un peu barbare, imaginez que c'est une tirelire. Cette dotation aux amortissements, vous allez la mettre tous les ans dans une tirelire. Eh bien, on va voir ensuite qu'est-ce qu'on fait avec cette tirelire. Alors, le principe de l'amortissement est égal à une économie d'impôt. Alors, ça peut vous paraître étonnant ce que je dis, sachant qu'en amortissement, on ne réduit pas sa facture fiscale. Vous n'allez pas, en investissant sur ce produit, bénéficier d'une réduction sur vos impôts actuels. Mais vous allez voir que c'est quand même une économie d'impôt et très substantielle d'ailleurs. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez une opération en loueur meublé non professionnel, vous l'avez confiée à un exploitant, cet exploitant, lui, fait payer un loyer donc à ses locataires et il vous reverse le loyer convenu au départ. Donc, c'est des revenus que vous allez percevoir. Comme tout revenu qui est perçu en France, il va falloir que vous le déclariez à l'administration fiscale. À partir du moment où vous avez des revenus, vous êtes taxé sur ces revenus. Comment on peut faire pour ne pas être taxé sur ces revenus? Tout simplement, comme c'est une activité professionnelle, vous avez la possibilité de déduire tous les frais qui sont liés à l'opération. On va générer des frais. Avec quoi on va générer des frais? On va commencer à générer des frais, déjà avec les charges, différentes charges qui sont liées à l'opération, plus, alors charges, assurances, tout ce qui peut toucher taxes foncières, etc., plus les intérêts d'emprunt et l'assurance décès invalidité. Donc là, sur le schéma tel que vous le voyez, on s'aperçoit qu'on génère avec les charges et les intérêts d'emprunt, plus l'assurance décès invalidité, plus que ce que l'on touche en termes de revenus. Donc là, vous avez une durée qui s'affiche, mais qui est très variable en
fonction, évidemment en fonction du prêt, du taux, apport par apport, etc. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée, mais qui est encore une fois qui n'est pas figé. On s'aperçoit que là on a plus de déficit que de revenus. Bon, ben, ce déficit-là, il est considéré comme perdu, il est non exploitable. Et ensuite vont venir s'ajouter là, puisque ce qu'on a vu précédemment, la tirelire, la réserve amortissable. Vous savez, les 5800 € précédemment, ben, ils vont venir s'ajouter là. Donc on voit que là, on a un gros excédent donc de trésorerie, on va l'appeler comme ça, de déficit, qui sont malgré tout, même si vous ne les percevez pas, une économie d'impôt. Voilà, cette réserve amortissable, elle correspond donc à une économie d'impôt relative. Si vous aviez perçu ces revenus, vous devriez payer de l'impôt dessus. Alors, on va voir ça un petit peu en détail pour que vous compreniez bien la mécanique de l'opération et que vous voyez l'intérêt, notamment du crédit. Alors, cette opération va être décomposée en 4 phases. La première phase, c'est la phase pendant laquelle, c'est la phase de démarrage, pendant laquelle vous avez contracté un crédit, vous avez des charges de crédit, et notamment ces intérêts d'emprunt et l'assurance d'essai invalidité. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite sur cette image de vous laisser imaginer si vous aviez payé comptant, que vous n'aviez pas d'intérêt d'emprunt à opposer aux revenus déclarés, ben vous vous apercevez que vous avez un gros manque à gagner et que vous seriez déjà en bénéfice là. S'il n'y avait pas de crédit, là vous seriez déjà en bénéfice dès le départ de l'opération. Ça serait quand même dommage. Sans compter que vous seriez démuni d'un capital au départ, que vous auriez pu faire travailler pour vous. Comme je le réédite à chaque fois, si vous avez un capital, c'est de l'argent que vous avez eu du mal à gagner, ça a pris du temps, donc mieux vaut le faire travailler pour vous que de le donner à quelqu'un d'autre. Donc utilisez le crédit, surtout avec les taux actuels. Là-dessus viennent se rajouter donc l'amortissement tous les ans de l'immeuble et des meubles. Ça nous génère un déficit. Alors, là, les BIC, enfin les revenus sont effacés avec le prêt et les charges. Donc tout le reste, eh bien, comme ce n'est pas utilisé, ça va être stocké dans la tirelire. Bah oui, on n'en a pas besoin, puisque les revenus BIC sont effacés, donc on les met dans la tirelire. Et ça va rester là en attendant. Donc dans cette fameuse dotation aux amortissements. La phase 2. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec le crédit qui va se terminer. Ça va bien s'arrêter un jour. À partir du moment où vous avez le crédit qui va se terminer, ou même à la limite au fur et à mesure où vous avancez dans le temps, des charges de crédit qui diminuent et vous risquez de vous retrouver avec des revenus encaissés qui sont supérieurs aux charges que vous allez générer. Ce qui est le cas sur cette image. Mais je suis toujours dans le cadre de l'amortissement, puisqu'on était parti sur une hypothèse d'amortissement de 25 ans. Donc, imaginons que j'ai un crédit de 20 ans. Et bien, à partir de la 20e année, je n'ai plus de charge de crédit, mais j'ai toujours l'amortissement encore pendant 5 ans. Donc, on prend l'amortissement de l'année. La partie on va prendre la partie nécessaire pour effacer les revenus BIC encaissés dans l'année, et le reste va continuer à compléter la dotation aux amortissements, donc la réserve amortissable. La grosse différence qu'il y a à partir de ce moment-là, c'est que certes vous avez eu des charges, mais pour un montant moindre que les revenus, mais tout le delta, tout ce qui reste de vos revenus, vous l'avez bien touché sur votre compte en banque. Vous pouvez en jouir comme bon vous semble. Et pourtant, sur ces revenus, vous les aurez totalement défiscalisés, pas d'impôts à payer, pas de prélèvements sociaux. Pourquoi ? Puisque même si vous les avez touchés physiquement sur votre compte, ils sont effacés fiscalement par la tirelire, par la dotation aux amortissements. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose, puisque quand on parle de produits retraite, là on s'aperçoit qu'on touche des revenus totalement défiscalisés, alors que on a une opération, alors qu'on perçoit ces revenus régulièrement tous les mois. Ça commence à être très intéressant. Et ça peut durer quand même pas mal d'années. La phase 3, la phase 3, on se retrouve donc au terme de la période d'amortissement, donc il n'y a plus de dotation aux amortissements dans l'année en cours, donc plus rien à mettre dans la tirelire. Donc là on se retrouve, on a juste les charges en possibilité de déduction, et donc on a un bénéfice taxable qui est très important. Qui plus est, les revenus sont très fortement fiscalisés, puisque vous allez devoir payer de l'impôt sans abattement sur ces revenus à la hauteur de la tranche marginale d'imposition qui sera la vôtre à ce moment-là, auquel il faudra ajouter les prélèvements sociaux, qui sont de 15,5% aujourd'hui, mais il y a fort à parier que ces prélèvements sociaux augmenteront dans le temps. Donc ça risque d'être des charges très très lourdes sur les bénéfices en cours. Alors,
En revanche, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre tirelire. Notre tirelire, elle s'est au fil des ans complétée, donc on a une très belle réserve amortissable qu'on va utiliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme on n'a plus d'amortissement de l'année, eh bien on va aller chercher dans la réserve amortissable la part nécessaire pour effacer ces bénéfices. Et pour le coup, eh bien on se retrouve de nouveau en déficit et on continue à toucher des revenus totalement défiscalisés, pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux. Alors vous imaginez bien quelle est la phase 4. À un moment donné, cette réserve amortissable aussi va s'épuiser. On arrivera au terme. Et bien à ce moment-là, donc nous sommes sur la phase 4, on se retrouve dans la même configuration qu'avant. Nous n'avons plus de réserve à utiliser, donc elle n'existe plus. À ce moment-là, il suffit de changer de statut. Vous vous déclarez en micro-BIC, donc micro-bénéfices industriels et commerciaux. La particularité, c'est que quand vous récupérez la TVA, il vous faut attendre au minimum 20 ans, mais vous verrez que dans les calculs, on est largement au-dessus de ces 20 ans lorsqu'on va passer en micro-BIC. Et dans ce cas-là, eh bien, vous aurez un abattement forfaitaire. Alors, ce sont les conditions d'aujourd'hui, hein. Vous aurez un abattement forfaitaire de 50% sur les bénéfices déclarés et les 50% restants seront imposables à l'impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux. Mais enfin, vous avez quand même un abattement de 50%. Voilà, donc un dispositif extrêmement intéressant qui, à mon sens, ne revêt que des avantages pour quelques inconvénients et que je préconise bien entendu. Donc les avantages principaux, récupération de la TVA, c'est-à-dire que quand je vous ai traité le produit du flot, on avait 18% de réduction d'impôt. Là, vous n'avez pas 18% de réduction d'impôt, mais vous avez 19,6% de la valeur du bien qui vous est reversé par l'administration fiscale sous forme de chèque ou de virement 6 mois après la mise en gestion du bien, ce qui est quand même plutôt pas mal puisque vous touchez la somme d'un seul tenant. C'est un superbe produit retraite, hein, puisque pendant des années, vous allez toucher des revenus totalement défiscalisés et qui ne seront pas assujettis aux charges. Vous avez un bail commercial, ça c'est aussi très intéressant puisque le bail commercial, qu'il y ait un locataire ou qu'il n'y en ait pas, c'est pas votre problème puisque vous louez un professionnel qui vous loue donc le local et à ce titre-là, quoi qu'il fasse à l'intérieur, il doit vous payer le loyer tous les mois. Et vous allez acquérir un patrimoine à moindre coût. Une des parties, bon, j'ai pas rajouté d'autres avantages, mais lorsque j'ai traité la formation sur le Duflot, je vous parlais du prix de l'immobilier qui est beaucoup trop élevé en France et qui de toute façon très certainement va diminuer, va fortement baisser dans les années à venir et ça posera des problèmes à la revente. Là, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir comment vous allez le revendre puisque justement l'intérêt de ce bien c'est de le garder puisque c'est à l'issue du prêt que vraiment ça commencera à être intéressant. Donc plus de problématique de revente. J'aurais presque tendance à dire que c'est relativement même peu important le prix que vous l'avez payé au départ. C'est pas tout à fait vrai, mais même si vous le payez au prix marché actuel, ça sera une opération rentable pour vous à la sortie. Les inconvénients, bon, il faut assurer une comptabilité puisque c'est une entreprise, hein, donc vous êtes en société, donc enfin assimilé en société, c'est une activité commerciale, donc une comptabilité à assurer. Vous êtes assujetti à la TVA, vous avez récupéré donc la TVA. L'exploitant vous reversera les loyers TTC, il vous faudra reverser la TVA des loyers. Voilà, donc un petit document à remplir, adressé à l'administration fiscale tous les ans, et vous reversez la TVA perçue dans l'année. La problématique qu'il pourrait y avoir, ça dépend des gestionnaires, d'où l'intérêt de s'assurer de gestionnaires de renom et qui ont pignon sur rue, c'est que pour la sortie du bail commercial, ils sont pas très chauds pour qu'on les laisse tomber en cours de route, donc il y a des conditions qui peuvent être draconiennes, donc à vérifier au moment de la signature du bail, sachant que votre intérêt c'est de garder l'opération quand même le plus longtemps possible. Produit de succession aussi, que vous pouvez transmettre à vos ayants droit lorsque vous ne serez plus là. Donc très sincèrement, sur ce produit carton vert, hein, parce que c'est un très bon produit. En investissant dans les EHPAD, c'est également une excellente idée puisque il y a un tel désert en la matière que en investissant là-dessus, vous serez certain que vous aurez des locataires dans le bien. Et autre point, pour les gens qui ont du capital, il y a la possibilité aussi de faire des montages en parallèle avec les fonds immobiliers allemands dont je vous parle sur ce site. Et je monte des opérations très intéressantes pour mes clients. Donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, bien sûr, vous avez le formulaire de contact sur mon site et
et vous pouvez me demander des informations. Voilà, j'en ai terminé pour cette formation sur le loueur meublé non professionnel en amortissement qui j'espère vous a intéressé ou tout du moins éclairé sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est pas forcément toujours abordé et pas forcément toujours facile à appréhender. Donc si j'ai au moins réussi ça, bah, écoutez, je pense que j'ai fait mon boulot et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation. Au revoir.